Non, ce qui me frappe, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, je crois que le mot intellectuel et le mot cinéaste sont contradictoires. Voilà. Moi, je crois qu'il n'y a pas de cinéaste intellectuel, ou par définition, enfin par définition, non, on barre par définition, mais un intellectuel ne peut pas être un cinéaste et un cinéaste ne peut pas être un intellectuel. Voilà. Bon, je sais pas. Enfin, je me débat dans cette espèce de nœud coulant, et d'ailleurs, je m'y pends parce que, en fait, je lis, comme tu le vois autour de moi, je suis entouré de bouquins, je m'abîme dans la lecture nuit et jour, donc officiellement, on pourrait me traiter d'intellectuel et je ne serais pas très heureux d'ailleurs. Moi, je suis un lecteur, mais j'avoue que j'aime le cinéma plus que j'aime la littérature. Et est-ce que, voilà, alors, la mort de René nous amène peut-être à parler de ça. Est-ce qu'il est possible d'aimer la littérature et le cinéma de la même manière? Voilà, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Moi, je trouve que le cinéma est plus intéressant que la littérature, mais pas pour les mêmes raisons. Le cinéma c'est pour ça que Godard a marqué toute notre adolescence et notre... Oui, non, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas ça, c'est que le cinéma a tué la littérature. A remplacé, c'est ça? Oui, d'une certaine façon. Ouais. C'est ce que Solers ne supporte pas. C'est ce que Solers ne supporte pas. Mais ça peut se comprendre. Ouais. Mais moi, quand je vois la littérature de Solers, je préfère le cinéma. Enfin, pour moi, la littérature, elle est morte avec Proust et Joyce. Voilà. On est d'accord. C'est tout. Donc, il me semble que là, tout a été dit, de Dante à Rabelais, Montaigne, La Rochefoucauld, Flaubert, Mallarmé, Proust, Joyce, bon, ça va, c'est magnifique. On a ce qu'il faut. Voilà. C'est tout. Maintenant, place aux jeunes. Jean Cocteau, il disait quelque chose qui était pas mal. Il disait le cinéma, c'est une façon de rêver ensemble. Ouais, c'est pas mal. Avec les moyens du réalisme, de donner de l'illusion, du mensonge. Non, c'est pas la phrase exacte. Oui, mais Cocteau avait bien compris l'importance du cinéma quand même. Ah bah non, mais moi je suis sûr, bon bah tu me connais, moi je suis une pute mondaine, moi je fais ce que tu veux, moi. Ah, tu sais, je suis une vieille vache bourguignonne, hein, je chie là où on me dit de faire. Pardon, je suis pas poli là. Mais moi j'aime bien les vaches bourguignonnes. Bon, bref, on en était où? On en était, est-ce qu'il existe des cinéastes intellectuels? Ouais, est-ce qu'il existe des cinéastes intellectuels? Alors, tout à l'heure, on en avait parlé hors champ, hors cadre, bord cadre. J'avais éventuellement abordé la question d'Eisenstein et tu m'as dit assez judicieusement, enfin, non pas assez, très judicieusement, tu m'as dit, non, précisément, je crois qu'Eisenstein n'est pas un cinéaste intellectuel, c'est un cinéaste sensuel. Et par ailleurs, c'est un écrivain. Et après tout, j'ai réfléchi 30 secondes et je dis oui, tu as raison. Alors, à part Eisenstein, donc Eisenstein out. Il n'y a pas de cinéaste intellectuel chez Eisenstein. Alors après, on a éventuellement abordé la question de Jean-Marie Straub et ou de Jean-Luc Godard. Et puis, et pour d'autres raisons, mais un petit peu semblables à celles d'Eisenstein, on se retrouve un peu devant la même aporie, enfin l'impasse intellectuelle, justement, c'est le cas de le dire. C'est ça une aporie. C'est-à-dire que Jean-Marie Straub, après son auto-analyse, s'aperçoit qu'il n'est pas capable d'inventer par lui-même, donc prend des textes
extérieurs pour les transformer et même les malaxer, parce que de temps en temps, quand on voit un petit peu le travail qu'il fait sur les textes, on n'est pas loin de Heiner Müller qui... Enfin, c'est-à-dire qu'il malaxe pas mal, hein, il charcute, pardon. Oui, c'est le mot, c'est pas malaxe, c'est charcuter que je cherchais. Il charcute pas mal, hein, c'est la boucherie, j'en parle en connaissance de cause, parce que ma mère était bouchère chevaline, alors ça charcute à la feuille, Tu sais, la feuille, c'est la feuille, c'est à la fois la feuille, c'est une feuille de papier, puis c'est la feuille du boucher, là. On tue avec une feuille. Et voilà, donc Straub, il charcute. Donc, moi j'appelle un charcutier. Est-ce que c'est un charcutier, c'est un intellectuel? Non, je crois pas. Donc, voilà. Jean-Marie Straub, cinéaste charcutier. Voilà. Bon, donc. Alors maintenant, voilà, nous arrivons donc au cas princeps. Ah, évidemment, le roi Lear, quoi. Hein, le roi seul, le roi Godard, le roi Jean-Luc. Alors voilà, c'est ça la question, quoi. Est-ce que Jean-Luc Godard est un cinéaste intellectuel? Moi, je dirais non. Je dirais Jean-Luc Godard voilà, un intellectuel pour moi c'est un type qui construit un système de pensée. Ah oui, alors ça, si, alors oui. Alors d'accord, si, c'est un cinéaste intellectuel. Alors d'accord, parce qu'il a vraiment construit il a construit, bien après, à bout de souffle, hein, je dirais presque après 68 même. Oh oui. Après 68, Godard a commencé à construire un système de pensée. Ah, je dirais même, oui. Après tout va bien, après 72. À partir des époques. Nous sommes entièrement. Tu vois, on est entièrement d'accord. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça. Voilà. Bon, ben voilà. Oui. Alors, voilà. Notre entretien terminé, puisqu'on est d'accord. Oui. Il reste Marguerite Duras. Est-ce une intellectuelle? Non, est-ce une cinéaste? Ah, pour moi, c'est une grande cinéaste. Non, mais oui, mais laisse-moi le plaisir de quand même de faire des réparties. Non, mais est-ce que c'est une intellectuelle? Voilà. Non, c'est pas une intellectuelle. Non, surtout pas. Certainement pas. Non, certainement pas. Non, en revanche, tu vois, je le dirais. Enfin, on va revenir peut-être avec Marguerite Duras tout à l'heure, mais juste ce que j'ai une idée. Tiens, par exemple, tu vois, j'ai une idée d'un cinéaste intellectuel. Je suis désolé, je vais être obligé de cracher dans la soupe, c'est pas gentil parce que je vais dénigrer un collègue en quelque sorte. C'est pas très gentil de ma part. Mais voilà, un cinéaste intellectuel, pour moi, par exemple, c'est Hugo Santiago. Voilà. Ça fonctionne pas. Voilà. Par contre, Debord, c'est autre chose. Ah, mais Debord, c'est pas un cinéaste représentatif. C'est ça la différence. C'est-à-dire que Debord, il refuse Hugo Santiago. Tu vois. Oui, très bien. Oui. Bon, très bien. Hugo Santiago, il admet la représentation, la représentativité, pardon d'être un peu lourd, il admet les acteurs, le jeu d'acteurs, le machin, la sortie de chant, les entrées de chant, etc. Ah ouais, mais Debord, il est totalement étranger à ça, quoi. Donc là-dessus, Debord, il dit allez vous faire foutre avec votre représentation. En tout cas, à mon avis, Debord est peut-être le seul intellectuel avec qui on a un type dont l'œuvre littéraire et l'œuvre cinématographique sont en adéquation, quelque part. Oui. Oh moi ça j'en suis persuadé, oui. D'ailleurs, les Bovici s'y étaient pas trompés, hein. Il lui a quand même légué un cinéma, enfin pas légué, il lui a offert un cinéma. Hein, tu te souviens de ce cinéma-là, le Cujas? Oui. Le cinéma de la rue Cujas. Oui. Non, c'est un. Oui, c'est peut-être le seul d'ailleurs. D'ailleurs, tiens, tu me fais penser à. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et j'ai un ami qui s'appelle Stéphane Zagdanski. Est-ce que tu le connais? Non. C'est un debordien du tonnerre de Dieu. C'est un type qui
Mais si, je crois, on en avait parlé une fois. Oui, mais moi je ne connais pas. Il a écrit, on en avait parlé, tu te souviens, il a écrit un très bon livre qui s'appelle La mort dans l'œil. C'est un bouquin qui détruit le cinéma et qui insulte Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard a dit, moi je veux rencontrer ce type-là. Et ils ont fait 7 heures d'émission à France Culture en se critiquant, mais en se parlant. Alors, bon, Jacques Dansky, pas mal. Il vient de faire 7 heures, tu trouveras ça sur Internet, il vient de faire 7 heures contre Philippe Solers. 7 heures. Quand je dis 7 heures, peut-être même plus. Oui. 5 ou 10 épisodes, ça s'appelle Contre Philippe Solers. Stéphane Zagdansky. Eh bien, et c'est, si tu veux, c'est le Debord, c'est Debord, c'est le fils de Debord, voilà. Je me permets de te recommander ce... Sauf qu'il ne fait pas de film. Sauf qu'il ne veut pas que ça soit considéré comme... Exact. Il ne veut pas que ça soit considéré comme du cinéma, exactement. Mais ça, ce sont des enregistrements sonores seulement. Pas du tout. C'est filmé. Bien sûr. Ah, si c'est filmé, c'est du cinéma. Ah bah oui, mais lui, tu sais, les intellectuels, donc nous restons dans notre sujet, les intellectuels, comme il est, et moi je respecte beaucoup Stéphane, que j'aime énormément, détestent le cinéma. Et je peux le comprendre. Hein ? Tant pis pour eux. Non, mais pas... Non, mais... Oui, mais... Non, je réagirais pas comme toi. Pas tant pis pour eux. Je dis, je peux le comprendre. Non, mais oui, non, je disais ça. C'est un peu dommage de ne pas connaître l'œuvre d'Eisenstein, de John Ford. Oui, mais pendant ce temps-là, ils ont plus de temps pour lire la Bible. Oui. Oui, je comprends. Voilà, moi je suis une espèce de Jésus-Christ crucifié entre. Je suis partagé. Moi, je suis comme ma mère. Je ne sais pas. J'aime mon fils, j'aime ma fille. Je ne sais pas. Je suis une vieille maman juive. Bon, bref, j'arrête de faire mon cirque. Enfin, non, je commence. Oui, non, mais. Ouais. Bon, non, mais un exemple, par exemple. Ouais. Est-ce que tu avais vu le film de Beckett qui s'appelle Film, oui, avec Buster Keaton? Oui, évidemment. Bon, je suis un admirateur de Buster Keaton, mais pour moi, c'est un des plus mauvais films de Buster Keaton. Tu vois. Alors, je dis ça parce que j'ai rencontré un ami un jour qui m'a dit... c'est le meilleur film de Beckett. Je rencontre un ami qui me dit oui, j'ai vu film de Beckett, c'est le meilleur film de Buster Keaton. Non. Alors les bras m'en sont tombés, tu vois, j'ai dit attends. Non, ça c'est pas possible. Alors là. Non, mais c'est le meilleur film de Beckett, ça, oui, j'insiste, je persiste et signe. Comme disait Pascal, Blaise Pascal, je persiste et signe. Oui, c'est le meilleur film de Beckett. Oui. Non, allez, je plaisante. Mais oui. Non, mais tu sais, cinéaste intellectuel. Mais peut-être que Beckett n'est pas un intellectuel. Non plus. Donc, on retombe sur le pied. Moi, je pensais à un... Je sais pas. Et Rob Grillet n'est surtout pas un intellectuel. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Ça. Ah oui, j'avais oublié cette affaire. Mais remarque, avec Duras, c'est vrai qu'on n'était pas loin quand même, parce que René, Duras, Rob Grillet, oui, là on était quand même dans la fraternité, là, oui. De Saint-Pie-XII. Pardon, qu'est-ce que je raconte là? Non, ça... oui, la fraternité du nouveau roman, oui. Mais si, mais quand même, il y avait... enfin, je fais le clown, mais... Dans le nouveau roman, et dans la nouvelle... de ce qu'on a appelé la nouvelle vague, et ce qui ne veut strictement, à mon avis, strictement rien dire, il y avait un côté fraternité de Saint-Pie-XII, ça veut dire un côté secte religieuse. Ça, alors là. Oui, bien sûr. Ah oui, hein. Ça, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Raison pour laquelle René ne faisait pas partie de la secte. Ouais, voilà. Il n'est pas de la nouvelle vague. Mais il était considéré comme un inspirateur, non? Non, pas non. Les inspirateurs de la nouvelle vague sont peu nombreux. C'est on peut dire, d'après ce que disaient les gens de la Nouvelle Vague, par exemple, plutôt Agnès Varda qui avait fait La Pointe Courte, par exemple, qui est d'ailleurs pour moi un film qui est plus proche du néo-réalisme que de la Nouvelle Vague. D'accord, je suis d'accord. Mais il y a avec très peu de cinéastes. Il y a le premier film de Melville qui fait partie
comme ça, Melville, oui. des points d'ancrage qui sont pré-nouvelle vague. Et alors, donc... mais René, non. Grémillon, pas du tout. Rossi. Non, il y en a un qui aurait dû faire... Enfin, qui était revendiqué aussi par la nouvelle vague, c'est Tati. Parce que Jour de fête, c'est un film sans acteurs professionnels. Enfin, il y en a 2 ou 3, mais qui sont pas encore connus. Ça c'est Rossellini, alors, non? Oui, mais on est quand même en 46 en France, c'est quand même presque 15 ans avant la nouvelle vague. Donc, et Tati fait un film nouvelle vague, c'est-à-dire sans vedette, et tout en décor naturel. Il n'y a pas un seul plan tourné en studio. Oui, mais attends, je suis à moitié, oui, je suis un peu d'accord, évidemment. Enfin, on pourrait remonter aussi à je suis d'accord. Non, c'est pas ça, mais oui, on peut remonter aussi à Feuillade, oui, bien sûr. Pour moi, je me trompe peut-être, pour moi, nouvelle vague veut dire son synchrone. De tous les films de la nouvelle vague, il n'y en a qu'un seul en son synchrone. C'est Chronique d'un été de Edgar Morin et Jean Rouge. Tous les autres sont des films doublés. C'est vrai. Quand tu vois À bout de souffle, par exemple... Non, mais c'est imparable ce que tu me dis, c'est vrai. Vincent, je suis d'accord avec toi, je viens de dire une connerie une fois de plus. Non, mais attends, j'ai fait un film à partir de À bout de souffle. J'ai fait une compression d'À bout de souffle. Et après, je l'ai décompressé. Ça s'appelle À bloc. Et si tu veux, j'ai gardé que 4% des images, 96% sont partis à la poubelle, et à partir des 4%, je les ai fondues les unes dans les autres, ça fait une sorte de plan fondu enchaîné qui dure 1h30, et là, on remarque beaucoup plus le son du film, et là, on voit que par exemple, À bout de souffle a un son assez pauvre, alors que justement, Godard est un cinéaste qui après a énormément travaillé le son. Bien sûr. Au départ, si tu veux... Il n'avait pas. Voilà, et donc tous les films de la Nouvelle Vague, sauf le film de Jean Rouch et Edgar Morin, sont doublés. Et pourquoi le film de Rouch a pu être en son direct, c'est simplement parce qu'ils ont tourné en 16 mm. Oui. Et donc en 16 mm, c'était possible de tourner en son synchro. La fameuse Coutan. Et d'ailleurs, et je dis souvent que c'est le meilleur film de la Nouvelle Vague. Moi, je suis d'accord. Avec... est-ce que je peux me permettre de... C'est une hypothèse, parce que moi, je suis sûr de rien, hein. Adieu Philippines, c'est pas en son direct? Alors Adieu Philippines, c'est pas en son direct, mais c'est un des plus beaux films de la Nouvelle Vague aussi. Sauf qu'il arrive un peu après, quoi. Il a un petit temps de... Alors, attends, Chronique d'un été, c'est 59. Peut-être même 58. Hein, 58, bon, d'accord. Hein. Non, mais d'accord, ok. Et Adieu Philippines, Adieu Philippines, alors entre le moment du tournage et la sortie, ça a été très long, parce que Rosier est très long pour monter. Ça, je sais bien. Mais alors, peut-être qu'il l'a tourné en 60 ou 61, tu vois. Mais il y avait déjà tous les grands films de la Nouvelle Vague qui étaient sortis. Quand il a tourné son film, tous les grands films de la Nouvelle Vague avaient été faits et montrés. Voilà. Et d'ailleurs, il a pu produire son film grâce à ça, parce que c'est Godard qui lui a présenté son producteur. Brunberger. Non. Qu'est-ce que je raconte? Mais pas Brunberger, oui, pardon. Pardon. J'ai un trou de mémoire. Mais, moi aussi. Oui, non, avec un nom avec Georges de Borgard. Voilà, de Borgard, il a présenté Jacques Rosier à de Borgard et qui lui a produit son film. C'est vrai. Je connais. Mais tu sais, dans les parenthèses comme ça, personnelles, comme on se racontait tout à l'heure, comment tu avais loupé Buñuel et comment j'avais loupé Bergman. Tu l'as pas loupé, Bergman. Ouais, enfin bref, tu sais, bonjour monsieur, au revoir monsieur, oui, bon bref. Non, en revanche, moi j'ai hébergé Jacques Rosier. Ah ouais, voilà. Oui, mais pas sa femme. Voilà. Non mais tu sais, notre cher ami Vincent Roussel. L'excellent. Orloff. Qui aujourd'hui vient de dire le plus grand, au sujet d'Alain Resnais, le plus grand cinéaste français vient de décéder. Enfin, le plus... Jacques Rosier? Comment? C'est vrai que Godard est suisse. Ah oui, Godard est suisse. Donc et Marcel Hanoun est tunisien. Et Marcel Hanoun, il est mort. Évidemment. Non, il n'est pas... Chantal Akerman est belge. Et Straub est lorrain. Mais
Straub, ouais, mais enfin Straub c'est encore une autre histoire, parce que Straub maintenant, tu sais, c'est plus lui qui fait ses films, c'est Barbara. Alors bon, où va-t-on? Qui fait, qui, qui fait les films aujourd'hui? Moi, c'est ça que c'était ça c'était pas mal dans le film, dans le Playtime de Tati, c'était le je sais pas si tu te souviens Oui, je l'ai revu là. le, le monsieur qui fait le ménage là. Alors, tu parles plutôt de Mon oncle ou Playtime? Parce que dans Mon oncle, il y a le mec qui balaye, mais qui balaye jamais. Ah non, ça c'est dans Mon oncle là. Non, Oui. non. Alors, Ah, non, alors le là, mec qui balaye, ça oui. c'est Pierre et Tex là. Enfin, C'est ça. ouais. Oui. Non, c'est pas Pierre. Non, enfin, Oui. il parle avec Pierre et Tex, pardon. Oui, Oui. oui. Non, mais il y a... Ah oui, attends, non, je suis en train de tout mélanger, là. Oui. Donc, c'est dans Ah, là, je Playtime, suis en train de me faire un cinéma, là. Mais c'est bien, c'est ça le cinéma aussi, d'ailleurs. Le cinéma, c'est une espèce de... C'est un mélange, quoi. C'est un mélange. Ouais. Il existe le mixage au cinéma. Bah, Il voilà. faut mélanger. Ben, En littérature, il n'y a pas le mélange. ça s'appelle le rêve. C'est exactement ce que disait Cocteau. En littérature... Si, c'est pour ça que j'aime beaucoup James Joyce. Et Proust. Parce que, justement, eux, ils ont su faire ça. Alors, pour le balayage, alors, Et bien tout à coup, non, je fais machine arrière là, parce que... Il y a un personnage qui balaye dans Playtime, n'importe comment, qui est une sorte de gardien, là. Bah oui, je pense que je parlais de ça. Là, le type qui est gardien, qui appuie sur les boutons, parce que oui, mais moi, Hulot a un rendez-vous avec, je parlais de celui-là. Un type. Voilà, et c'est un type qui fume un petit cigarillo, et à chaque fois voilà, que le ça. patron arrive, il met son cigarillo. Voilà. Bon, et ben pour moi, c'est ça l'intellectuel du cinéma. Ah oui. Voilà, c'est celui qui... Voilà. Qui fait allô? Oui. Tu sais combien il y a eu de jours de tournage de ce film? Non. Il y a eu exactement 365 jours de tournage. Ah. C'est-à-dire que si tu comptes pas les week-ends, ça fait quasiment 1 an et 4 mois. Ouais. Bah, il y a laissé sa chemise. Oui. Bah, non, mais là, c'est un autre sujet. Mais oui. Personne ne sait combien le film a coûté. Parce que bon, comme il a été dans la faillite, donc il a tout dépassé. Mais si on comptait vraiment ce qu'il a vraiment coûté, c'est des sommes, c'est assez hallucinantes, parce que son décor, il a entièrement construit, donc il aurait voulu tourner dans des décors naturels, mais il n'y avait pas encore la défense, il n'y avait pas assez de... C'est surtout à ce moment-là qu'on la construisait, bon. Donc il a été obligé de tout concevoir. Donc tout a été bâti de A à Z, et quand tout a été fini, il y a eu une tempête qui a tout foutu en l'air. Ah oui, l'assurance, il était plus assuré depuis une semaine, il n'avait pas reconduit l'assurance, donc il n'a pas été remboursé, tu vois, pour négligence, tu vois, il y avait des dates, voilà, donc donc il a fallu tout reconstruire, mais tout repayer, quoi. Alors, je vais te raconter une petite anecdote personnelle par rapport à ce que tu viens de dire, qui ne vaut pas de répète, mais qui est simplement la première fois que j'ai pris contact avec le Playtime de Jacques Tati. Alors, est-ce que tu te souviens que, donc en fait, si, il n'y a pas de contradiction avec ce que tu es en train de dire, Tati avait beaucoup besoin d'argent avant la sortie du film, donc il a fait un appel d'offres à des mécènes, et donc il a fait une avant-première au cinéma, enfin à l'Empire. Donc c'est en 67, j'en suis sûr, la date exacte, je m'en souviens pas. Et comme j'étais un excellent élève, mes parents, et que j'étais déjà amoureux du cinéma, mes parents m'ont payé le billet de train pour aller à Paris, et m'ont payé un billet de mécène, c'est-à-dire, à mon avis, ils ont dû payer assez cher quand même, pour faire partie des VIP, pour être dans l'avant-première de Playtime. Et je m'en souviens encore. Donc il y avait toute la belle société parisienne. Ah ouais. C'est la première fois que j'ai fréquenté, si tu veux, la mondanité parisienne. Je suis un des derniers fans du 4/3. Non, on sera déjà deux. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma de Gus Van Sant. Oui. Voilà. Même, tu vois, on revient encore avec nos vieux moutons, c'est le cas de le dire d'ailleurs, qu'on va tondre comme à la Libération.
Même Jean-Marie Straub qui disait Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, Fontaine, je resterai toujours au 4-3, enfin, moi j'appelle ça le 1-33. 1,37 exactement, bon, 1,35. Mais on parle de la même chose. On parle bien de la même chose. Même lui, il s'est mis au format au format 16-9 là. Qui est un format que j'aime pas. C'est-à-dire que moi j'aime bien les extrêmes. J'aime soit le 4/3, soit le scope, le 2,35. Entièrement d'accord. Mais tout ce qui est intermédiaire, j'aime pas. Mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Alors, je suis mal placé pour dire ça, parce que j'ai quand même fait 2 ou 3 films en 16/9, mais les 95% de mes films, c'est en 4/3. Ouais. Il y en a 2 ou 3 en scope, mais voilà. Mais la raison est... Enfin... J'allais dire la raison est très simple. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si la raison est très simple. Pour moi, j'ai découvert le cinéma à la Cinémathèque Langlois avec l'écran. Avec les films de John Ford, de Howard Hawks, de Raoul Walsh. Voilà, c'est tout. De Eisenstein, de Dreyer, c'était du 1,33. Ça va pas plus loin. Moi, c'est tout. Je vais pas plus loin que ça. Moi, je suis bête à bouffer du foin. Je suis une vieille vache bourguignonne. Moi, j'ai découvert le cinéma comme ça et je vois pas pourquoi maintenant il faudrait que ce soit, comme disait Fritz Lang dans Le Mépris, le truc des enterrements. Quoi. Non, c'est plus. Et pour les serpents aussi. Oui, les serpents, les enterrements. Voilà. Non, mais là c'était bien parce qu'il parlait de scope de 2,35. Alors que le film lui-même... Alors que le 16/9 c'est du 1,77. C'est complètement bâtard. Bâtard. C'est vrai. Mais non, parce que pourquoi c'est bâtard? Parce que c'est fait pour la télé. Bien sûr. Et c'est bâtard. Pourquoi c'est bâtard? Pour des raisons que commerciales. Mais oui. Alors que par exemple, le scope, c'était pas pour des raisons commerciales, c'était essayer de réinventer le cinéma. D'une certaine manière, c'était de réinventer le cinéma en proposant un écran qui faisait pratiquement presque 2 fois la largeur. C'était une autre vision du cinéma. Oui, oui. Et ça a d'ailleurs en partie marché, puisqu'il y a eu plein de chefs-d'œuvre qui ont été tournés en scope. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Godard, dans les années 60, quand il fait ses films en noir et blanc, il les tourne en 1,33, alors qu'à l'époque, tous les films sont tournés en 1,66 déjà. Exact. Et quand il les tourne en couleur, il les tourne en scope. Exact. Alors, c'est pas en cinémascope, c'est un autre format, mais qui était en 2,35 aussi. Voilà. Quand tu regardes À bout de souffle, Le Petit Soldat, c'est du 1,33 en noir et blanc. Une femme est une femme, c'est du scope. Exact. 2,35. Le Mépris, du scope, Pierrot le Fou, du scope, 2 ou 3 choses que je sais d'elle, du scope, Made in USA, du scope, et après Une femme mariée, Bande à part, c'est du 1,33. Il n'en a fait qu'un seul en 1,66, c'est masculin-féminin, parce que le film s'appelle Masculin-féminin. Là, j'ai pas suivi, là. Attends. On peut imaginer, c'est le seul qu'il a fait en 1,66. 1,69 alors. Peut-être que le 1,66 c'est du 1,69. Ouais. Ah, parce que c'est un film de 66. Ah oui, au fait. Peut-être. Oh bah tiens, avec Godard, on peut s'attendre. Tout est possible. Oui, et en plus, c'était le premier film qu'il ne faisait pas avec Coutard, parce que Coutard était pris à ces dates-là, et il l'a fait avec l'opérateur belge Kurt Courant. Ah, Kurt Courant, voilà. Qui était le... Ah oui. Et qui était l'ami de... Moi, je l'ai connu quand j'étais assistant de Piala. Ah oui. Piala était un très grand admirateur de Kurt Courant, oui. Oui. Alors là, en revanche, tu sais que... Enfin, je fais... Non, j'ai dit une bêtise. Non, c'est Willy Courant. Oui, pas Kurt Courant. Willy Courant, c'est années 30. Non, Willy Courant, pardon. Belge, hein. Autant pour moi, autant pour nous deux. Oui, on est là. Ah oui, mais moi ça... Toi, tu n'as aucune excuse parce que tu ne bois pas. On est en deuil avec la mort de René. Oh oui. René, il a bon dos, là. Willy Courant. Et tu sais que Piala, il était dur quand même, parce que moi, j'avais jamais rencontré Willy Courant, et il m'en parlait, tu sais, enfin, tu connais Piala, quoi, c'était un type qui était une teigne ambulante. Il me disait, c'est un manchot, il est handicapé. Il parle Willy, ouais, parce que Willy Courant, tu l'as connu Non, j'ai jamais rencontré. Non, parce qu'il était un peu petit de taille, quoi. Il avait une façon. Alors, il a beaucoup souffert avec Godard, parce que quand il a fait le film avec Godard,
Donc, alors, tu parles de masculin-féminin. Ouais, masculin-féminin. Ouais. Donc le premier jour de tournage, il lui a fait faire le plan le plus difficile de tout le film. C'est le bizutage de Godard. Mais vraiment le truc, de tout le film, c'est ce qui était le plus difficile à faire. Quel est le plan? C'est un plan avec un mouvement, enfin c'était très compliqué, je ne me souviens pas, je ne sais pas le plan. Mais c'est court, c'est le chef qui l'explique, qui dit voilà, c'était le plus dur dès le premier jour. Quoi. Mais il s'en est sorti, donc il ne s'est pas fait virer au bout de 24 heures. Ah oui. Mais alors, masculin, féminin, il y a... Avec Léo. Hein. Ben évidemment, il y a... Et alors, masculin, féminin... Il y a une jeunesse dedans. C'est Marlène Jobert, voilà. C'est Chantal Goya. Non, mais parce que moi, maintenant, avec mon grand âge, je les mélange tous, mais oui. Marlène Jobert... masculin, féminin. Il n'y aurait pas un moment... Il y a Brigitte aussi, c'est ce que j'allais dire. Voilà, qui fait une apparition avec un monsieur qui s'appelle Bourseillet. Voilà, bon, on est bien là. Ouais, ça y est, je suis retombé sur mes pattes. Alors, pourquoi il se retrouve là? Elle se retrouve là, Brigitte Bardot. Il y a deux raisons. Il paraît que par hasard. Alors, il y a une raison, c'est par hasard. Tu connais mieux. Enfin, pas vraiment par hasard, parce qu'elle était copine avec Bourseillet, donc, et comme Bourseillet était copain avec Godard, donc à un moment donné, bon, il y a eu une rencontre qui était plus ou moins qui n'était pas prévue. Et j'ai lu autre part, alors je ne sais pas si c'est la vraie raison, elle devait une journée de tournage à Godard dans le mépris, du mépris. Alors je ne sais pas si c'est vrai, et donc elle avait dit voilà, bon, un jour, donc je t'ai besoin de moi pour une journée. Je ne sais pas quelle est la vraie raison des deux, et on ne le saura jamais, parce que je pense qu'elle ne reparlera pas de ça. Puis Godard, n'importe comment, il raconte n'importe quoi sur le mépris. Alors, et puis-je me permettre de faire une petite intervention personnelle, je te demande pardon. De 96 à 2000, j'ai travaillé à Nancy, à l'Opéra de Nancy, hein, comme conseiller... prétendu complot, bref. Conseiller artistique. Oui, prétendu. Tu étais salarié à l'année, tu devais... Oui, enfin voilà. Et l'ancien directeur de l'Opéra de Nancy s'appelait Antoine Bourseillet. Et il était toujours dans les murs. Ah, et donc j'ai fait la connaissance d'Antoine Bourseillet à ce moment-là. Et donc, on a bien parlé ensemble. Il m'a beaucoup parlé de Brigitte Bardot, effectivement. Et c'est un type... je vais reprendre ma phrase un peu différemment. Voilà. Un jour, tu me connais, tu sais, je suis un peu excessif de nature. J'étais donc engagé à l'Opéra de Nancy et de Lorraine, etc. Et j'avais un bouquin de Baudelaire dans la poche, et puis je suis allé voir le metteur en scène en disant « Il faut absolument que je vous parle de Baudelaire, et les lettres à sa mère, etc. » Et le metteur en scène m'avait trouvé plutôt rigolo, il a dit « Tiens, il est marrant ce type-là, il n'a pas l'air méchant, il a l'air un peu exalté, mais il a l'air plutôt intéressant, il n'a pas l'air méchant. » Bon, le metteur en scène, donc, m'a pas viré du plateau, etc. Bon. Et puis, je sais pas, un mois plus tard, 2 mois plus tard, il y a eu une petite fête, peut-être pour le même opéra, je sais pas quoi. Et là, Antoine Bourseillet, qui était donc le patron officiel, mais il était le patron d'âme, c'était l'âme de l'Opéra de Nancy. Et Jean-Marie Blanchard, qui était le directeur de l'Opéra de Nancy, a dit Antoine, je voudrais vous présenter Vincent Lindon. Ah oui, c'est le type qui parle de Baudelaire, là, oui, je veux absolument le rencontrer, etc. Voilà. Donc, sa première rencontre avec Bourseillet, c'était ça, c'était le... Ah oui, c'est le type qui parle des lettres à sa mère de Baudelaire. Voilà, bon, c'est tout. Non, il avait un bon sourire et il disait Brigitte, il parlait de Brigitte avec ça je m'en souviens. Oui, je crois qu'ils étaient très amis à l'époque. Il parlait de Brigitte, il disait Brigitte, il parlait de Brigitte avec une espèce de grande tendresse, oui. Ça je m'en souviens très bien, oui. Et Antoine Bourseillet, moi c'est un... Tu sais que c'était un... c'est quand même une des plus belles musiques du cinéma, là, le film où il tourne, non? Cléo de 5 à 7. Cléo de 5 à 7, la musique de Michel Legrand est toujours bonne, pour tout le monde. Hein? La musique de Michel Legrand est toujours bonne. Oui, enfin, je sais pas, mais enfin, elle est particulièrement belle, celle-là, non?
Oui, oui, oui. Mais moi, j'aime beaucoup Michel Legrand. Hein. Ah, ben, et moi donc. Ah, tu aussi? Ça, je savais pas. Bon, tu te fous de moi, là? Bon, enfin. Il a fait pas mal de musique de Godard. Hein. Bah, évidemment, Bon, Godard, à mon avis, l'a utilisé au minimum, si tu veux. Non, mais je le sais bien. D'ailleurs, il s'en est plaint. Il a dit, il a pris que c'est dans quel film là où il a pris que trois. C'est dans Vivre sa vie. Peut-être. Si, non, oui, non, non. Oui, C'est dans Vivre sa vie. Il lui a fait 20 minutes de musique et Godard n'a pris que les 3 premières mesures. Ouais, ouais. Putain, là, et qu'il a répété à l'infini. Et le grand. Non, pour moi, c'est un très grand musicien, Legrand. Est-ce que je t'ai dit le contraire? D'accord, on est d'accord. Dans les musiciens De cinéma? de cinéma, si tu veux, qui sont vraiment des vrais musiciens. Ah bah il y a Si, Jarre est pas mal hein, quand même. oui, non, mais si tu veux, il y a des mecs comme par exemple Morricone, qui a fait par ailleurs, comme musicien. Je supporte pas Morricone. Non, non, je parle pas des musiques de films. En dehors des musiques de films, il fait de la musique contemporaine. Il paraît. Mais moi j'ai un ami qui a assisté, mais moi j'ai jamais assisté à ses concerts, tu vois. Mais ça n'attire personne, si tu veux, tu vois. Et pareil, comment il s'appelle, Nino Rota. Lui, il détestait le cinéma, et même les films de Fellini, il ne les regardait même pas. Tu vois. Mais par ailleurs, pareil, il était auteur de musique contemporaine. J'ai jamais écouté, je ne sais pas ce que ça vaut. Ah bah tiens, tu me donnes une idée là. Tu sais, quand j'ai débarqué à Paris, je me suis fait héberger par un monsieur qui était le compositeur de musique de François Truffaut. Oui, il s'appelait Maurice Leroux. Ah oui, oui, Maurice Leroux, il a composé, d'ailleurs Maurice Leroux, il a écrit la musique du Petit Soldat, tu peux vérifier dans tes trucs là, oui, oui. Bah, Maurice Leroux, d'ailleurs, c'est par lui que j'ai pu faire, le seul film que j'ai fait à la télévision, c'est par lui. Maurice Leroux, je crois qu'il a fait une musique pour un film de Truffaut, et il a fait deux Godard, il a fait la musique du film de Nicolas Ray qui s'appelle Amère Victoire. Ah oui, ah non, non, attention, non, mais je te parle. Oui, maintenant, lui, c'est à partir de. De quoi? De 50. De Saint-Saëns. Pardon? Amère Victoire, il reprend un thème de Saint-Saëns, il me semble. Non? Peut-être. J'ai une bêtise? Oh non, c'est plus. Ah non, ça je savais. Ah non, tu dis pas une bêtise, c'est possible, oui. Mais enfin, la musique est signée Maurice Leroux. Ah oui. Mais je ne dis pas que tu as tort. Ah non, 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 ça je l'ignore. Oui, non, mais ça c'est tout à fait possible. Hein. Ça serait dans le style de Maurice Leroux. Oui, oui. Et, attends, on en était où là pour le. Attends. Maurice Leroux. Michel Legrand. Oui, Michel. Voilà. Eh bien, voilà, peut-être que Maurice Leroux, tu vois, c'est le seul. Tiens. Comme quoi notre conversation, on peut retomber un peu sur nos pattes. On parlait au début, rappelle-toi, on parlait de cinéaste intellectuel. Eh bien, voilà, Maurice Leroux, c'est le seul homme, et je tiens à lui rendre hommage, il est mort depuis Belle Lurette, c'était... La Belle Lurette... Mais c'est un des meilleurs amis que j'ai eu au monde. Maurice Leroux, c'était un type qui a été élève de Messiaen, collègue de Boulez, voilà. C'était un musicien de cinéma intellectuel, voilà. Alors, peut-être que c'est par la musique que l'intellectualité, si ce mot, c'est pas un très joli mot d'ailleurs, c'est peut-être par la musique, d'ailleurs, voir la chronique d'Anna Magdalena Bach, à tes souhaits, ou le Schoenberg chez les Strauss, voilà, après tout. Et pourquoi est-ce que, après tout, tu sais, cinéaste intellectuel, je reviens parce que c'est quand même, c'est vrai que ça me titille cette question, c'est vrai, c'est la question avec un L majuscule et un A majuscule. Après tout, Straub a fait la chronique d'Anna Magdalena Bach, comme on dit en allemand, Bach. Bon. Godard, à mon avis, n'avait pas la science musicale de Straub.
Non, je crois qu'il ne l'a pas, non, non. En revanche, il a voulu faire son film intellectuel. Et son film intellectuel, il l'a fait avec passion. Je crois que c'est là où il a voulu montrer que par la peinture, non pas par la musique, par la peinture, voilà. Peinture, musique, mais de toute façon, pas le cinéma. Et certainement pas par la littérature, parce que la littérature ne peut pas aider le cinéma. Mais la musique et la peinture, peut-être. Au contraire, la littérature tue le cinéma, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça, et comme, je ne sais pas comment on pourrait dire, elle est pesante par rapport au cinéma, c'est un poids mort. Absolument, c'est ça. Alors, donc Tati n'est pas un cinéaste intellectuel, par contre, il est un cinéaste aimé, idolâtré par les intellectuels. Au moins aimé. Est-ce que je pourrais me permettre de faire mon singe savant par les faux intellectuels? Voilà. Moi, je me suis... Par les faux intellectuels. Années 80, là, tu dois trouver ça dans tes archives. Les 30 ans ou les 40 ans des cahiers du cinéma, je ne sais plus, chez Bofinger. J'y étais. Bon, alors 30 ans. On y était. 30 ans. On y était. Bon, donc nous y étions. Godard est passé d'ailleurs. Ah, ça je me souviens. En revanche, je me souviens de Duras dansant avec Tati. Oui, ça devait être en 81, je pense 80-81. Ouais, quelque chose comme début. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Ça par contre, j'ai pas vu Tati. Ah ouais. Moi, j'ai vu Duras danser avec Tati. Le grand Tati, la petite. Oui, parce que Tati, il est mort au début du mois de novembre 82. Ah ben voilà. Ah non, mais ça, je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux vus. Oui, Bofinger, je me souviens très bien. Ouais. Alors Godard passant, ça, je l'ai pas vu, ça, en revanche. Ah oui. Ouais. Ah oui, il est passé. Oui, je crois sauf erreur, il était passé. Mais tu l'as vu? J'ai vu des photos. Ah oui. Parce qu'il y avait énormément de monde. Oh, je te crois. Et ça a duré longtemps, et donc on ne pouvait pas voir tout le monde, c'était pas possible. Oui. Alors moi, comment j'ai été invité? Alors moi, j'y suis allé, je peux dire, je n'avais pas d'invitation, et je suis quand même entré. Je sais que j'avais pas d'invitation. Ah oui. Mais je tenais à y aller. C'est-à-dire que à l'époque, je recevais énormément d'invitations pour aller voir des événements. Enfin, je n'y allais pas. Chez Bofinger, on est voilà. bien d'accord. Là, je n'y allais pas. Par contre, là, j'avais pas d'invitation, mais j'y suis allé. Très bien, à Bofinger. Oui, mais on s'en souvient par cœur. Oui. Moi, j'étais avec... je me souviens, j'avais rencontré Dominique Laffin, tu vois, qui était complètement ivre-morte. Défoncée. Et elle est morte, je sais pas quand, mais je sais plus quand, mais quelques années après, je sais. Moi, je me souviens de enfin, on s'appelait ces 30 ans, là. La reine de... Enfin, mais maintenant, tu sais, les souvenirs sont tellement différents selon l'âge. Et maintenant, donc, mon souvenir, il s'oriente un peu différemment. Moi, j'ai le souvenir que la reine de la soirée, c'était Bernadette Lafont. Je ne me souviens pas. Ouais, tu vois, bon, oui. Mais là, on est dans Proust, là. Non, puis n'oublie pas que Bofinger, si tu veux, c'était pas. Oui, mais il y avait plusieurs étages. Oui, c'est ça, il y avait plein de lieux différents, donc il y a beaucoup de personnes qu'on ne voyait pas dans la soirée. Bien sûr, mais il s'agit de ça. Ouais. Moi, je me souviens de la belle, parce qu'elle était quand même. Ah, bah oui. La belle Bernadette Lafont. Moi, j'ai le souvenir c'était la star de la soirée, là. Ouais. Alors que peut-être, oui, c'est ça. Ouais. Il y avait un... Et à l'époque, je n'avais pas des petits matériels comme ça, parce que tu vois, si c'était maintenant, j'aurais filmé. Et à l'époque, personne filmait. Souviens-toi, il y avait 2-3 personnes qui faisaient une photo, mais très peu. Il y avait un mec ou deux qui faisaient des photos dans la soirée. Oui. Aujourd'hui, tout le monde mitraille. Mais à l'époque, quand j'en parlais avec Jean-Claude Moirot sur le ciné-club universitaire, je lui dis, est-ce que tu as des documents photos? Toi, tu es photographe? Il dit non, moi je ne dis pas, mais on a fait ça pendant au moins... Enfin, le ciné-club universitaire a duré plusieurs années, il n'y a pas une seule photo. Pas une. C'est-à-dire personne, ça venait à l'idée de personne, tu vois, de faire des photos. On vivait les événements. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus les événements, ils passent leur temps à photographier ou à filmer. À l'époque, ça ne nous venait pas à l'idée de photographier. On était bien, on le vivait. Pourquoi garder une trace, tu vois? Pourtant, j'avais un appareil photo, tu vois. J'aurais pu un jour faire au moins une seule photo, tu vois. Même pas. Et c'est marrant parce que tu me fais...
Ce matin, j'ai regardé un reportage sur le plateau des Glières. Oui, bon, à savoir. Avec le fameux discours d'André Malraux. Et il y a... non mais donc non mais je ne change pas de non, je garde le cap. Et on voit, il y a une photo où on voit tous les résistants, c'est bon, Callot, machin, etc. Malraux exalté à son pupitre, et un type un peu bedonnant comme ça, avec un magnifique appareil photo. Donc quand même, ouais. Donc là, quand même, il savait qu'il se passait quelque chose là. Ouais. Peut-être que les 30 ans des quais du cinéma, après tout. Bon. Je sais qu'il y avait une photo qui avait été publiée. Alors, je crois que c'était là, mais à vérifier, où il y a Godard et Rohmer qui se serrent la main, tu vois. Tu vois, parce qu'à l'époque... cette soirée ? Oui. Hein, bon, parce qu'à cette époque-là, ils étaient fâchés, tu vois. Bon, donc, il était fâché avec tout le monde. N'importe comment. Rohmer, après, est resté fâché avec Godard. Mais donc, ils se sont rencontrés. Ah oui, oui. Ah, même, je sais une chose, c'est qu'un jour, il y a quelques années, donc, Godard avait sa maison de production au 16 rue Pierre de Serbie. À la même adresse que les films du Losange et à la même adresse que la compagnie Éric Rohmer. Tu vois, dans le même immeuble, et aussi où habitent Barbet Schroeder et Bulogier. Exactement dans le même immeuble. Et tu avais par exemple la boîte aux lettres qui a été filmée là, dans un film que j'ai. Je crois d'ailleurs que c'est un film. Je sais plus, enfin, bon, dans un film, on voit Godard, Rohmer, tout ça. Et un jour, Godard et Rohmer se sont croisés dans les escaliers, tu vois. Donc Godard s'est approché de Rohmer pour lui serrer la main, et Rohmer a refusé. Mais ça ne m'étonne pas du tout de Rohmer. À partir du c'est un mec absolument droit. Non, mais je comprends. Il avait été mais c'est quoi le parce que Godard a attaqué Rohmer, je dirais, dans les années 69, 70, à l'époque du groupe Vertov, où quand Godard a attaqué Truffaut de façon très sévère, il a attaqué Rivette, à l'époque où Rivette faisait les meilleurs films qu'il ait fait de sa carrière. Rivette, il filme comme Verneuil, ça je me souviens. Tu vois, à l'époque où il faisait ses meilleurs films, Rivette, en plus. Noroy et non, Céline et Julie, tu vois, puis c'était l'amour fou, il venait de faire l'amour fou, tu vois. Et bon, il a attaqué Rohmer, cinéaste chrétien, je sais pas, enfin. Donc il a attaqué tout le monde, il a attaqué Melville aussi, qui est quand même un des types qu'il a le plus défendu. Ah ben bien sûr, tu retrouveras ça dans le livre d'Antoine Debec. Il y a non mais je te crois. Tout ça est dans le livre d'Antoine Debec, tu vois. Donc après la mort de Rohmer, la Cinémathèque française a fait une soirée hommage à Rohmer, peut-être 15 jours après sa mort, qui a regroupé tous les amis de Rohmer, les gens qui ont travaillé avec lui. Bon voilà. Et donc on a demandé à Godard de faire un petit film, s'il voulait faire un film hommage à Rohmer. Et il l'a fait. Qui s'appelle, qui est sur YouTube, qui dure 5 minutes. Je l'ai vu. Et qui s'appelle. Remets-moi sur les rails, s'il te plaît. Je crois que le film s'appelle Maurice Scherer, tout simplement. Qui est, voilà, donc il a fait qui rappelle les moments, si tu veux, de l'époque où ils étaient très copains. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans les années 50, le duo, on parle souvent le duo Truffaut-Godard. Non, le vrai duo, c'est Godard-Rohmer, tu vois. Quand Rohmer fait un steak, Charlotte et son steak, rôle principal Godard. Et quand il fait la sonate à Kreutzer, film de 43 minutes en 56, le film c'est Jean-Luc Godard présente, donc ça veut dire que Godard a dû trouver la péloche gratuite pour Rohmer, et Godard a le troisième rôle dans le film. Et Rohmer a le rôle principal, tu vois, dans un mélo. Tu imagines Rohmer dans un mélo. Histoire d'amour, quoi. Et donc, à l'époque, ils étaient extrêmement liés, tu vois. Et donc, quand on a demandé Godard, après la mort de Rohmer, de faire un film, il s'est exécuté, quoi. Alors que ça faisait 40 ans, si tu veux, qu'ils étaient fâchés, quoi. Peut-être que Godard, il se rend compte que... Non, mais là, il ne pouvait pas refuser, si tu veux. Non, il pouvait pas refuser. Là, dans ce cas-là, c'est ça, il se rend compte qu'il était un salaud, quoi. Non, il a été un salaud dans une période très courte, qui est entre 68 et 71. 12. Voilà. J'irai même pas jusqu'à 72. Oui, d'accord. J'ai dit 71 jusqu'à son accident. Il est à l'hôpital à ce moment-là. Jusqu'à son accident. Voilà. Nous sommes bien d'accord. On s'est parfaitement compris, il s'agit de ça. Ouais. Et là, il était dans une période psychotique.
Ah bah c'est très grave, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est allé en hôpital psychiatrique. Il a fait une tentative de suicide. Si j'ai dit psychotique, c'est... Quand il a été largué par la belle Anne Wiazemski, il a fait une tentative de suicide. Oui. Tu vois, il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Je sais. Et puis quelques mois après, de nouveau, ça n'allait pas bien, et ce sont ses amis qui l'ont hospitalisé, qui l'ont amené, avant qu'il fasse une nouvelle tentative, si tu veux, qui l'ont amené. Ça, c'était l'époque du groupe Vertov. Tu vois. Exactement. Tu vois. Et enfin, la camaraderie avec, comment il s'appelle, Gorin. C'est Gorin qui l'a tué. Bah, n'importe quoi. Mais pourquoi tu peux arrêter ta caméra tout de suite, on est d'accord. Anne Wiazemski le raconte. C'est-à-dire. Ah bon, moi, je n'ai jamais lu son bouquin là. C'est pas dans son bouquin. Ah bon. C'est en réponse à une interview, elle explique que quand Gorin est arrivé, c'est-à-dire que Gorin, il arrivait le matin à 9 h du matin et il discutait avec Godard jusqu'à minuit. C'était toute la journée. C'est-à-dire, c'est Anne Wiazemski, elle a dit j'étais marié avec Godard et d'un seul coup Godard était marié avec Gorin. Et Gorin a dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis arrivé là, c'était comme si j'étais marié avec Godard. C'est-à-dire on se voyait du matin au soir. Et donc, au bout d'un certain temps, Wiazemski, en plus, elle avait épousé un metteur en scène, évidemment, en tant qu'actrice, pour tourner avec lui, évidemment, puis en plus, un grand metteur en scène, elle s'est retrouvée dans une situation absolument incroyable. Et donc, c'est bon, après, le couple s'est défait, et puis elle s'est tirée, quoi. Est-ce que... Non, Godard allait très mal à ce moment-là. Puis quand on voit les films, tu vois... Est-ce que tu crois que... Enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal à poser cette question-là, mais... Moi, je trouve que Gorin, c'est un... Enfin, moi, j'ai vu 2-3 films qu'il a fait récemment, je trouve ça nul à chier. Bah non, Gorin, c'est pas un cinéaste. Non, mais parce que, tu sais, il tente quand même de refaire surface, je te signale. Moi, je le connais, Gorin. J'ai même fait un faux cinématon qui s'appelle Jean-Pierre Gorin, virgule, encore un effort pour être cinématonné. Tu peux le trouver sur YouTube. Et donc, si tu veux, c'est je crois que pour moi, c'est le mec le plus faux que j'ai... Parce que je l'ai rencontré. Oui. Non, c'est un type c'était une sorte, entre guillemets, alors avec plein de guillemets, idéologue, qui en 1967... Allez, on revient à un télo, tiens. Voilà. Idéologue qui, en 1967, quand Godard préparait la chinoise... Donc Godard avait besoin de types qui connaissaient le mouvement Mao. Marxiste-léniniste. Et donc il a rencontré Gorin à ce moment-là. Donc Gorin lui a donné des tuyaux. Et donc il a été séduit par Gorin. Et après 68. C'est incrusté. Voilà. Et un an après 68, ils se sont retrouvés. Et c'est là qu'ils se sont mis à faire des films ensemble. Mais alors, les films, ils tiennent pas la route. Et le pire, je sais pas, mais il n'y en a aucun pour sauver l'autre, si tu veux. Quand tu les vois aujourd'hui avec le recul... Tu parles des films du groupe Vertov, tu vois. Mais le pire, c'est quand même jusqu'à la victoire, tu vois. Parce que quand même, Gorin, il est juif, tu vois. Ah, ça, je sais même. Et ils sont allés faire un film... Gorin est juif. Bien sûr. Et ils se sont fait... Et quand ils ont fait jusqu'à la victoire, film inachevé, qui s'est transformé on peut être juif et anti-israélien, ça, c'est pas... Oui. Bon, quand ils ont fait le film, ils sont allés au moins 7 fois. Non, tu parles de ici et ailleurs. Oui, c'est devenu ici et ailleurs après. Ah oui, d'accord. Mais à l'époque, il n'y avait plus Gorin. Oui, tu veux dire la fameuse histoire de la Palestine. Non, je veux dire de Hitler, Golda Meir. Avant ça, il y a eu le tournage en Palestine. C'était un film du groupe Vertov, mais qu'ils n'ont jamais achevé. Et que Godard a achevé tout seul, bien après s'être séparé de Gorin. Ils se sont séparés en 72, et ça, c'est un film de 75, plutôt 75. Tu vois. Bon. Et donc, il faut voir comment ça s'est passé en Palestine. Mais ils se sont fait prendre pour des cons, Godard et Gorin, alors que c'était quand même la Palestine qui finançait les films. C'est ça qu'il faut savoir, tu vois. Et les mecs, c'est-à-dire qu'ils avaient un interprète sur le tournage, mais qui leur traduisait pas la plupart des choses. Et quand ils ont été au montage, après, ils sont venus à Paris, tu vois, ils ont été au montage, donc ils avaient un interprète à Paris qui leur traduisait tout, tu vois. Et quand ils ont appris ce que leur disaient les mecs, tu vois, les mecs, ils se foutaient de la gueule de Godard et Gorin. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu finir le film, tu vois. Tu vois. Après Godard, il en a fait quelque chose d'autre qui est vachement intéressant d'ailleurs. Tu vois, il a fait un film de Godard. Il a fait du Godard. Voilà.
Bah, Voilà. évidemment, bien sûr. Mais ça s'est très mal passé sur le J'ai tournage. compris. Tu vois, c'est Ouais. ça que personne ne le sait. Les gens qui voient ici Non, non, ailleurs ça, ne je savent savais. pas comment ça s'est passé. Et sur le tournage. comment tu sais ça, toi? Tout ça, tu le sais grâce au bouquin d'Antoine Debec. Ah, d'accord. C'est expliqué presque au jour le jour. Ah, Et ça, ça, alors là, avec les il gens, faut- voilà, il ils ont faut rencontré quand telle même- personne. Ah, Mais bon. ils n'ont pas fait un seul voyage. Je crois qu'ils en ont fait 6 ou 7, tu vois, Bah, il faut que étalés j'achète. sur 6 mois. Tu Il vois. faut quand même que j'achète ce bouquin. Tu vois. Ouais. Donc, tu as plein de renseignements. Là, tu Ah vois. oui, quand même, ça m'a... Ah bah oui, Moi, oui. parce que je vais te faire un aveu, bon bref, Antoine Debec, je l'aime pas trop, quoi. Mais bon, bref. Peu importe, c'est des Mais témoignages de enfin, si première le main. bouquin est bon, bon, d'accord, très bien. Bon, moi je vais acheter le bouquin alors. Tu peux l'acheter, hein. Je pense que tu peux le trouver pour pas très cher. Hein. Oui, non, parce que là, ce que tu me dis, ça Ah m'intéresse. non, mais là, il y a tous les trucs avec Anne Gazemski, il y a beaucoup de choses que j'ai appris là-dedans aussi. Tu vois. Oui, puis en plus, c'est toute notre vie, quoi, parce qu'en fait, Et on a... puis, ce que je ne savais pas, c'est que le tournage de La Chinoise s'est tourné dans l'appartement de Godard, qui en plus qu'il sous-louait, Dans le 8e arrondissement. à Bourseillet, Ah, qui était parti, qui avait été nommé à Avignon pendant un an. ah oui. Et donc tout le tournage s'est passé dans l'appartement et où Anne Wesemski et Godard habitaient. Donc le matin, à 9h du matin, l'équipe arrivait, tu vois. Ouais. Des fois, ils n'étaient même pas encore prêts, tu vois. Donc tourner un film professionnel en 35 dans son propre Sans appartement, propre- c'est de la folie, quoi. Non, c'est pas de la folie, c'est du génie. Oui, en Enfin, même temps. c'est la même chose. Voilà. Ouais. C'est Non, pas mais- comme avec une petite caméra comme ça, tu Ouais, vois, ouais, parce ouais. qu'il fallait des éclairages, Ouais, mais, tu vois. ouais, je comprends. Ouais. Mais moi, tu sais, je me souviens en parlant de petite caméra, dans 60 ou quoi, 70, 77, quelque chose comme ça, je suis à Nantes chez les Jalado, là. 77, bon non, avant. Les Tout frères ce que- Jalado, ouais. les frères- Alain et Philippe. Alain et Philippe Jalado, 60, oh non, 73, Mais 74. pourquoi? Pour projeter les films? Et oui, moi j'avais fait mon premier court-métrage et puis j'étais avec Joël Farge, on commençait la revue Ça Cinéma là, tu vois. Farge Donc- était venu aussi. Ah oui, Et Barra. et Barra aussi, là on faisait le trio là. Mais à l'époque, j'étais le premier à avoir, j'avais fait mon premier court-métrage, donc en fait le court-métrage représentait la revue. Tu avais commencé assez tôt, en fait. Bah, oui, bon non, 23 ans, hein, ça va, hein. Ouais, Pas très tôt. Hein. à l'époque, c'est pas évident. Ben, le premier court-métrage, je l'ai fait à 19 ans. Bah, c'est jeune. C'est vrai qu'à l'époque, on commençait à faire des films jeunes, après 60. Oui, mais je veux dire, moi quand j'ai débarqué à... Ah oui, tiens, parenthèse de parenthèse. Moi quand j'ai débarqué à Paris, tout le monde me parlait de Garel. Philippe Garel, il a commencé à faire du cinéma, Oui, il très avait... jeune. Hein, ben tu vois, bon... Non, mais là, c'était vraiment unique. Oui, Garel, mais c'était- non, mais je veux dire, donc voilà quoi. Oui, mais moi j'étais garelien avant de connaître Garel, en quelque sorte. Moi, quand j'ai débarqué à Paris, on m'a parlé de Philippe Garel, je ne savais même pas qui il était, je ne savais pas qu'un jour j'allais le rencontrer. Mais pour moi, c'était déjà un mythe, tu vois, c'était un mythe, le jeune homme à cheveux longs. On me disait, ah oui, je me souviens, et on me disait, oui, il se cache les yeux, non, enfin oui, enfin, tu sais, il met ses cheveux devant les yeux pour ne pas voir les gens, enfin, etc. On me parlait de Garel On comme ça. disait la même chose pour Godard avec ses lunettes noires. Oui, etc. Voilà. Alors moi, je m'en faisais tout un cinéma, quoi. Déjà que j'étais un peu chauve, alors je me disais, comment je vais faire pour me cacher les yeux? Bon, bref. Et les frères Jalado, donc je débarque à Nantes, et Philippe Jalado me sort une revue qui s'appelle... Attends, comment elle s'appelle? Tu sais, la revue technique du cinéma s'appelait... Comment elle s'appelait, la revue technique? Il y avait Plaisir du cinéma. Non, une revue technique. C'était une revue technique, hein, Plaisir du cinéma. Non, Ah c'était bon cinéma amateur plutôt. Alors technique. Je sais plus. Mais de toute façon, tout ça, maintenant, c'est archivé, on trouvera ça sur Internet. Oui. Il y avait donc une longue interview de Jean-Luc Godard dans cette revue. Un cinéma pratique. Cinéma pratique, c'est Cinéma bien. pratique. C'est bon. Il y a eu une interview de Godard. Il y a eu. Donc, et là, il dit, et là, moi, je suis entre la poire et le fromage chez les Jalado, et Philippe Jalado lit intégralement l'interview de Godard, et là, il dit, Godard dit, là, nous sommes en 73, 74, pas plus, hein. Oui. Et là, il parle de ce que nous avons là, ensemble, devant les yeux maintenant. Il dit, l'avenir, c'est le cinéma familial, hein, évidemment, je sais que tu le sais. Godard, si tu veux, pour passer à autre chose,
il lui a fallu les années groupe Vertov, où il est tombé au fond du fond du fond. Du fond. Et il est tellement tombé au fond qu'il est remonté, et c'est là qu'il a découvert tu vois, vraiment la vidéo, bon, qui existait déjà, mais, et donc il a eu des visions comme quoi on pouvait révolutionner d'une autre manière le cinéma. C'est ça. Et aujourd'hui, en 2014, tout le monde tourne avec carte mémoire, tu vois, tous les gros films, même les films, on tourne même plus en 35. Voilà. Et le dernier qui tournera en 35, si tu veux, ce sera Garel, quoi. Il n'y aura plus qu'un seul cinéaste, ce sera sa marque de fabrique. Et j'ai une amie italienne qui me dit qu'elle continue à tourner en 16 mm. C'est possible, hein, mais il y a presque plus. Mais Boris Lehman continue à tourner aussi en 16. Hein. Ah oui. Ouais. Tu vois. Mais dans peu de temps, c'est plus possible pour développer. Les laboratoires. Oui, bien sûr. Non, mais des laboratoires en 35, il y en a toujours, puisqu'on tire des copies pour les cinémathèques, déjà. Bien sûr. Donc, il y a toujours, pour pas mal d'années encore, si tu veux, il y aura encore du 35. Tu vois. Bon, mais en 16. En 16, il doit y avoir un seul labo en France maintenant. Tu vois. Et en Italie, parce qu'elle est... Mais après, c'est pas que ça. Après, il faut faire le mixage, tous ces trucs-là. Tu imagines, il n'y a plus les machineries en 16, tout ça. Tu vois, il n'y a plus les studios et tout. J'entends bien. Hein. Je comprends très bien ce que tu me dis. Tu te souviens de Robert Pinget, là? D'ailleurs, tiens, tu sais, on parlait tout à l'heure le cinéaste, tiens, décidément, on reste. Ça, c'était pas préparé, alors, hein, mon on parlait le cinéaste intellectuel Hugo Santiago. Eh ben, tiens, comme par hasard, tu vois, j'ai un bouquin là sur la table. Eh ben, Robert Pinget, il a tourné dans un film de Hugo Santiago en tant qu'acteur. C'était un copain. Tu te souviens de Pinget, non? Bah ça, oui, je le connais un petit peu, mais sans plus. Hein. C'est pas mal, hein, tu sais que ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule, attends. Malraux, c'est pas un intellectuel. Non, sa femme était. Non, Clara Malraux. Parce qu'il a réalisé un film, Malraux. C'est un très bon film. Très beau film. Hein. Oui, mais c'est pas un intellectuel, c'est plus un écrivain. Quoi. Ouais. C'est comme Isidore Isou, il a fait un long métrage, mais c'est plus un poète. Maurice Lemaître. Alors. Oui, mais Lemaître, c'est plus un poète, plasticien, tu vois. Bon, eux, ils se disaient théoriciens, si tu veux. Oui, tu vois, bien, mais théoricien, entre théoricien et intellectuel, c'est encore deux choses. Attends, je te demande pardon. Je suis en train de t'interrompre, non pas pour le plaisir de t'interrompre, pas du tout. Alors, on pourrait peut-être parler de Jean-Daniel Paulet, alors. C'est pas un intellectuel, Jean-Daniel Paulet. Non, je parle de son cinéma intellectuel, tu vois. Non, attends, il faut quand même faire la part entre... Cléfim est un film pour intellectuels. Non, ça c'est encore autre chose. Alors là, on a trois niveaux de discours, là. Tu comprends? Il y a le cinéma pour les intellectuels, l'intellectuel qui fait du cinéma et le cinéma intellectuel. Toi, oui. Et le cinéma aimé par les intellectuels. 4. Ça complique, hein. Mais la question est intéressante, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que la question est intéressante. D'ailleurs... Est-ce que Pasolini est un intellectuel? Ah oui, ça, il n'y a pas longtemps. C'est un poète avant tout. Ouais, voilà. Oui, je suis d'accord, aussi. C'est un poète, oui, je suis d'accord. Bah oui, mais en tout cas, son cinéma n'est pas intellectuel. Non, son cinéma n'est pas... Non, son cinéma n'est pas aimé... son cinéma... Alors, est-ce qu'on peut dire que son cinéma est aimé uniquement par les intellectuels? Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, nous sommes... Non, je suis en train de refaire toutes les questions strat par strat. Oui, non. Non, Pasolini, évidemment, c'est un très 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 bon exemple, évidemment. Oui, ça je l'avais complètement oublié, celui-là, oui. Ouais. Excellente question quand même. Ça c'est vraiment... comment est-ce qu'on pourrait dire
C'est vraiment une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Oui. Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'un cinéma intellectuel? C'est ça, on est parti de là? Bah, le plus simple, ce serait déjà de définir ce qu'est un intellectuel. Alors, c'est le mot, tu sais que je crois que c'est le mot, il était inventé par Zola, hein, je crois, hein, d'après mes souvenirs. Le mot a été inventé par Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Il me semble que le mot a été forgé par... Enfin, forgé, oui, je prends le mot forgé. C'est-à-dire que, voilà, l'affaire Dreyfus était rude, hein, comme tu le sais. L'affaire Dreyfus, d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas sorti de l'affaire Dreyfus. Bon, c'est une autre histoire, donc on va pas... C'est pas le sujet ce soir. Et Zola a dit, c'est le rôle, nous, de prendre à bras le corps cette affaire qui déchire la société française. Et donc, voilà, il a forgé le mot intellectuel à ce moment-là. Ouais. Voilà, enfin, d'après mes souvenirs de lecture, c'est ça. C'est-à-dire, intellectuel, selon Dreyfus, oui, selon Zola, c'est celui dont l'intelligence peut transformer la société. Voilà. Pour moi, ça serait ça. Voilà. Parce qu'il faut... Oui. Un cinéma intellectuel. Non, parce que, attends, je me permets 30 secondes, je te demande pardon. Parce qu'il ne faut pas confondre intellectuel et cultivé. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui sont cultivés. Jacques Daniel Valcroze était très cultivé. Raoul Ruiz. Raoul Ruiz, ultra, bon, c'est le plus cultivé de tous. Bon, etc., etc. Jean-Marie Straub, Jean-Luc Godard, ultra cultivé. Tu comprends? Donc voilà. Là, on arrive déjà à une espèce de bifurcation, là, de sentier qui bifurque, comme disait Borges. Oui, c'est ça. Oui. Alors donc tu disais tout à l'heure pour le intellectuel, oui. Donc oui, les cinéastes qui ont transformé la société. Qu'est-ce qu'un cinéma intellectuel? Qu'est-ce qu'un film intellectuel? Mais est-ce qu'on pourrait pas revenir au... Enfin, j'ai un peu honte de dire ça, mais après tout, pourquoi avoir honte de faire du cinéma un art de divertissement? Pourquoi est-ce honteux? Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est pourquoi. Enfin, je ne sais pas si c'est une essence, parce que je ne suis pas très philosophe, donc je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement essence. Mais il me semble que c'est dans l'essence du cinéma d'être un art de divertissement. Et quelle est la peine capitale? Quel est le crime? Moi, j'en vois pas beaucoup. Moi, je pense que c'est pas la nouvelle vague qui a été la pire. Je plaide coupable. Ce sont plutôt mes années, nos années 70 là où post-nouvelle vague. Post-nouvelle vague. C'est là où on a un peu dérivé, quoi. Un peu, le mot est faible, oui. Moi, je pense que c'est surtout là où ça a déconné beaucoup, quoi. Ouais. Quand tu dis dérivé, moi je dis déconner, mais enfin ça revient même. Oui, je pense que c'est ça, parce que on a voulu faire du cinéma une espèce de... Une utopie. Oui, comme le film de Comolli, là. Ah non, je parle pas de ça. Si. Oui, mais... si, je suis désolé. Oui, le thème de son film, mais c'est presque... Pour moi, c'est du téléfilm. Voilà, oui, mais tu sais, chasser le naturel, il revient au galop. Je veux dire, plus tu veux faire de la démonstration, plus tu reviens au point de départ. Donc, c'était inévitable pour parler en bon français avec des imparfaits du subjonctif, c'était inévitable qu'il tomba, accent circonflexe, dans le téléfilm, puisqu'il avait une thèse de départ. Donc c'était inévitable qu'il tombât dans le téléfilm, malgré la beauté de la thèse. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'en est pas ressorti. Non. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est qu'il est fort sympathique. C'est ça qui est terrible.
Parce qu'il est vachement sympathique, le Comolli. Oui, oui, je pense qu'il y a il y a pas de rapport entre la sympathie et la qualité d'une œuvre. Non, je ne sais pas si Howard Hawks était sympathique. Non, je pense qu'il ne devait pas l'être. Et ni Raoul Walsh. Je suis pas sûr. Ah, ça je sais pas. Je pense que Ford devait l'être quand même. Oh, peut-être pas, non, après tout. Oui, non, mais t'as raison. Oui, oui, ça, là, je dérive un peu entre la sympathie et le... quoique ça joue, ça peut être important quand même, le... Je sais pas. Est-ce que c'est important d'être sympathique au cinéma? Je sais pas, ça c'est une autre question. Ça n'a rien à voir avec le cinéma intellectuel. Ben, si, ça a à voir avec le côté, si quand même. D'ailleurs, j'en ai payé les conséquences très gravement. C'est pour ça que je suis un marginal. Parce que j'ai jamais voulu être sympathique et si. Est-ce que Piala était sympathique? Ah oui, il savait faire le singe savant. Ah ouais, il savait le faire. Oui, il savait jouer sur les tableaux. Il savait jouer sur tous les registres. C'est un. C'est un vieux singe, quoi. Hein? C'est un vieux singe. Tu sais, on parlait tout à l'heure du type de Tati avec le cigare. Oui, hein, oui. Et qui appuyait sur les boutons. Hein, et ouais, Piala, c'était un peu ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, quoi. Il faisait semblant d'être le balayeur du cinéma, tout en étant le maître. Oui. C'est un vieux singe, exactement. Hein. Un vieux singe, ouais. C'est marrant que tu me parles de ça, parce que quand j'ai eu 16 ans, ou 15 ans, ou 14 ans, je sais plus, j'avais écrit sur une chemise, j'en ai écrit une page, pas plus. Mais je vous dis, tu sais, je me prenais pour le grand romancier du siècle, et je voulais écrire le plus grand roman du siècle, et j'ai écrit. Et le titre, c'est Les singes. Bah, tu vois, on est encore en plein dedans. Dans cette lourdeur française, dans cette épaisseur langagière française, dans ces répétitions permanentes, dans ces antisémitismes quotidiens, dans ces taubira, bananes, etc., etc. Seul mon mariage avec Tomoko Takahashi me donne un peu de légèreté. Et ça, je tiens beaucoup à le dire. Par la beauté de la langue, par la beauté du corps, par la beauté par l'élégance des gestes. Voilà. Corps, langue, geste. Voilà. Après tout, corps, langue, geste, on n'est pas très loin du cinéma. Quand on parle corps, langue, geste, cette tripartition, elle peut définir le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on aime le cinéma de Mizoguchi? Il n'y a pas de mystère, hein, c'est à cause de ça. Ouais, voilà. Bah oui. Kanpai. Ah, tu veux boire un petit coup, mon copain? Non? Ah bah moi je peux pas boire. Ah oui, ah bah oui. Oh bah non, je veux pas te forcer non plus. Hein. C'est un texte qui est extrait de La dévastation et l'attente, sous-titre Entretien sur le chemin de campagne de Martin Heidegger. Et c'est au sujet de la destruction de la jeunesse. C'est un texte qui parle de la façon que la société a de détruire la jeunesse. Voilà. Alors, au lieu de palabrer, je préfère lire ce texte que j'ai traduit à ma façon. Et ces adolescents furent ensuite, l'espace d'une nuit, appelés également à devenir des hommes, en sorte que tous les concepts et tous les mots étaient déjà détournés de leur sens.
parce que tout procédait déjà de la confusion, où tout était embrouillé. La dévastation déjà à l'œuvre, avant même que la destruction eût commencé. La destruction avait déjà eu lieu. Et pourtant, on aurait pu attendre la jeunesse, si elle avait eu droit d'être jeunesse. Mais la volonté maladive de l'attente, qui s'attend à quelque chose, et le désir ardent de vite s'en emparer, ont changé l'urgence en besoin. Et cet espace, d'un coup, fut inutile. Voilà. Et cet espace, je veux dire, ça correspond au début de la phrase, oui, l'espace d'une nuit. C'est-à-dire que même cette nuit où les adolescents furent appelés à devenir des hommes entre guillemets, écrit Heidegger, eh bien, même cet espace n'a pas eu lieu puisqu'il n'était que dans l'utilitarisme de ce qu'on attend d'eux. Voilà, j'ai fini. Moi, je trouve que c'est tout. Je trouve que ça correspond parfaitement à ma souffrance. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, je n'ai pas compris, pour parler en bon français, que ce qu'on attendait de moi, c'était d'être utile. Non, voilà. Donc voilà, bon, c'est tout, après tout. Mais je me souviens de discussions au bistrot à Paris, quand j'habitais à Paris, avec Daniel Pomerol, un très cher ami qui est mort. Je t'embrasse, Daniel. Qui a d'ailleurs tourné dans un roman. Et Daniel Pomerol, bon, qui avait 20 ans de plus que moi, mais Daniel Pomerol me disait on m'a volé ma jeunesse par la guerre d'Algérie. Et alors moi, j'ai pas vécu la guerre d'Algérie. On m'a volé ma jeunesse par ce que Tati, par ce dont Tati parle, c'est-à-dire dans mon oncle. Tati parle de cet utilitarisme. Mon fils, il faut que tu sois utile. Utile à quoi? Utile à quoi? Voilà, c'est tout, j'ai fini. Utile à quoi? À Pôle emploi. Mon fils, sois un homme, mon fils. Voilà. Moi, j'ai entendu ça pendant toute ma vie. Cette fameuse phrase de Rudyard Kipling, là, sois un homme, mon fils. Et ben voilà. Et bien ça, c'est la réponse de Martin Heidegger, qui, à mon avis, est quand même plus intelligent que Rudyard Kipling. Il dit, voilà,